Tire-livre, atelier d'écriture, c'est un cycle qui s'appelle Prendre. C'est la proposition numéro 8, 10e exercice. Le principe, à chaque séance, on est parti chercher dans un autre champ qui utilise le langage ou qui ne l'utilise pas, le texte ou pas, plutôt que le langage, de quoi déplacer nos façons d'écrire, les installer dans cet autre mode et voir si ça nous ouvre ce que Maurice Blanchot nommait l'espace littéraire. Alors, il y a une ambiguïté qu'on a croisée. On a pris Tadeusz Kantor. Dans ses livres, fait office d'écrivain. On a pris Gina Pane. Dans ses partitions, il y a le fait d'une écriture. Donc, ça suffit à la poser comme écrivain. C'était la même chose avec les textes sur le cinéma de Jean Epstein, avec le livre La Chambre jaune de Jean Hélion. C'est la même chose, on en a parlé la semaine dernière, avec Gilles Clément. Définir Gilles Clément comme un jardinier qui se serait égaré dans l'usage de la langue. Non, Gilles Clément est écrivain. Alors cette frontière qu'on explore nous, c'est plutôt que ceux ou celles qu'on va chercher l'ont exploré aussi, peut-être en venant d'ailleurs, ou peut-être à partir d'un appui solide de cet autre côté de la frontière qu'on cherche, nous, à rejoindre. Alors aujourd'hui, on saura encore plus sur cette ambivalence et cette frontière. C'est-à-dire que le voyage n'a jamais pu s'exprimer sans être à la source d'une relation. Et encore plus, cette mutation par laquelle on est passé de la tablette au rouleau, eh bien, l'enquête d'Hérodote, c'est simplement parce qu'on a la possibilité de transmettre un corpus plus large et un corpus où Hérodote, comme Pline le fera plus tard, Pline l'Ancien, rapporte les paroles de ce qu'on lui a dit qu'il y a un petit peu plus loin. Donc ce que Hérodote nomme l'enquête, on est dans une fondation même des usages du texte. Qu'est-ce qui s'appelle littérature ? Un usage esthétique du texte, parce que on a créé dans notre petite civilisation un concept d'art qui n'existe pas forcément dans les autres. C'est pas à moi de donner la réponse. Est-ce que ce qu'on nomme littérature, c'est simplement l'accent mis sur scruter le langage lui-même dans sa relation à ce qu'il nomme et ce qu'il transporte? Peut-être plus. À ce moment-là, on peut mieux comprendre que la définition d'un corpus littéraire est toujours posthume, que Buffon ou Bossuet, en leur temps, ne se considéraient pas comme appartenir à la littérature. La littérature de voyage, si on prend les grands récits fondateurs, Ibn Battuta, qui veut faire le tour du monde, qui va jusqu'à Samarcande, est-ce qu'il pensait faire œuvre de littérature? Non. La complexité de Marco Polo, bien, oui, c'est compliqué, parce que il y a cette séquence où il dicte dans sa cellule à Gênes à ce troubadour français. Il décrit en français ce qu'il a vu et ramené de Chine, et puis l'original va disparaître, et puis ce sont toutes ces versions retraduites, redites, qui vont constituer petit à petit le grand livre de Marco Polo. On est dans cette ambivalence, et ce qui est par contre peut-être là le point fixe, enfin, je ne sais pas s'il est fixe ou s'il est flottant, mais précisément, excusez-moi si je dis quelque chose que je ne devrais pas formuler comme ça, une sorte de point flottant qui reviendrait fixement dans toutes ces expériences. C'est la validation du vrai, ou bien la validation de ce qui nous dérange dans notre expérience du vrai. Et là, peut-être il y aurait une spécificité. Est-ce que c'est une spécificité de la littérature de voyage? Non. Est-ce que c'est une spécificité de ce qui nous fait chercher, nous, dans
les relations écrites, l'expérience de ce qui est loin. Alors, peut-être là aussi ce qui justifie ce cycle, c'est que le documentaire, l'expérience du voyage, je pense à Werner Herzog et l'Antarctique, mais les expériences pourraient être... Mais évidemment, là, ce serait une avalanche mais évidemment, là, ce sera une avalanche d'exemples. Simplement, ça, par contre, c'est intéressant d'aller le retrouver dans Le peintre de la vie moderne de Baudelaire. Dans Le peintre de la vie moderne, il y a ce chapitre où il parle de Constantin Guy, qu'il ne nomme pas, ou Guys, parce que ce gars est franco-anglais, ce Constantin G, qui, de la guerre de Crimée, transmet des images crayonnées, rapidement, multiples, sur les champs de bataille de Crimée même, mais en 9 jours, elles sont publiées par la presse à Londres. Et l'étonnement de Baudelaire, c'est dire, mais si cette transmission d'informations, si cette transmission du vrai n'a plus besoin de passer par la relation langage, par la relation écrite, alors à ce moment-là, qu'est-ce qui reste à la littérature? C'est un aperçu de Baudelaire qui me trouble depuis longtemps, mais énormément. Alors, cette semaine, on va y voir. On va y voir avec ses réserves. C'est-à-dire que les 2 livres là, que je prends devant moi pour entrer dans ce laboratoire, Nicolas Bouvier, L'usage du monde, probablement qu'il est déjà sur vos étagères fétiches dans votre bibliothèque, et puis Vassili Golovanov, Éloge des voyages insensés, grande chance aussi que pas mal d'entre vous étaient faire cette traversée avec lui. Je vais prendre quelques minutes pour parler de chacun, mais bien évidemment, on est déjà dans le champ littéraire. Plus que ça, on est dans des expériences qui participent du voyage, mais qui se pensent immédiatement dans une expérience de relation écrite, et donc de fabrication de texte, un texte comme aventure. Alors est-ce qu'on sort de notre expérience? Je sais, on est sur une frontière plus ambivalente, mais il se passe quoi chez Nicolas Bouvier, L'usage du monde? 2 jeunes types qui prennent une Fiat 500 un peu déglinguée, un qui fait des dessins, Thierry Vernet, un autre qui fera l'écriture et la photographie, Nicolas Bouvier. Et Nicolas Bouvier n'a pas écrit que L'usage du monde. Je pense même que c'est assez fascinant si vous allez lire ses carnets du Japon. C'est-à-dire, comment, alors même qu'il cherche à reproduire ce miracle de l'expérience en Turquie, en Iran, eh bien, non, c'est pas reproductible. C'est-à-dire, là où maintenant il est constitué comme écrivain par L'usage du monde et qu'il cherche à refaire cette aventure au Japon, ça ne marchera pas. Ce qui n'empêche pas que ces carnets du Japon sont une lecture importante aussi. Mais j'en parle juste pour ça. Justement parce que les carnets du Japon sont un fait d'ordre littéraire. Là, comment lui se considère? Eh bien, ça prouve que dans L'usage du monde, c'est pas gagné, c'est pas acquis. C'est une relation qu'on fait pour soi. Et vient d'où le miracle? Il n'est pas intentionnel. Sa pratique de la photo, ces 2 types qui, arrivant dans une ville et qui n'ont pas de sous, se mettent à faire du dessin et à croquer les gens pour avoir de quoi briefer. Évidemment, c'est la merveille de ce livre. Je vais y revenir. Golovanov. Golovanov, c'est un gars tout petit peu plus jeune que moi. Il est né en 1960. C'est assez troublant pour moi parce que physiquement, il ressemble énormément à Pierre Bergogneau, cette espèce de maigreur sèche, cette espèce de réserve. Ce livre a été traduit donc chez Verdier par Hélène Châtelain, grande dame, qui est juste décédée là, il y a 2 ans. On a encore un pincement. C'était la compagne d'Armand Gatti. C'est magnifiquement traduit. Mais c'est magnifiquement traduit parce que la langue aussi est magnifique.
C'est quoi le principe de ce gros bouquin? Un peu fou, oui, fou à cause de ce titre. Éloge des voyages insensés. C'est-à-dire que ce que le titre annonce, c'est qu'il ne fait pas la relation du voyage. Il fait la relation du rêve qui le pousse à faire le voyage. Et c'est peut-être le bonheur ou l'ambivalence dans laquelle on est placé dès lors qu'on ouvre ce monument. Résumé du bouquin, c'est quoi le voyage insensé? La carte, l'Arctique, la côte tout au nord de la Russie. C'est inaccessible. Il y a une ville, la ville on peut y aller en train. Ensuite il faut prendre un bateau, il va mettre presque une semaine pour aller jusque-là tout au bord. Et puis tout au bord, finalement on ira en hélicoptère. Et on va où? Qu'est-ce qui l'a frappé? Ce qui l'a frappé, c'est que dans l'océan Arctique, il y a une espèce d'île qui est presque ronde. Vous êtes dans le rien, et dans ce rien, il y a un petit rond de rien. Et c'est là où il va. Alors pour lui, est-ce qu'il y a pu y avoir une suite? Oui, chez Verdier, il y a une suite, ça s'appelle, je ne sais plus quoi, c'est un ensemble de 5 récits. Bon, on retrouve la patte du mec, il n'y a pas de problème. Mais c'est comme si c'était d'enclencher la mécanique. Par contre, quand je l'ai croisé à Saint-Nazaire, il y a une dizaine d'années maintenant, il venait de boucler un tour complet de la mer Caspienne. Ça devait être son prochain livre. Donc le contraire de l'île, on est dans le continent et on fait le tour d'une mer intérieure. Et on avait lu un bout, des histoires de chiens, d'attaques de chiens. Donc, dans les petits extraits que je vous mets, je mets un passage avec une gare et puis un autre passage qui est simplement, il arrive sur l'île, mais il lui faut 110 pages pour arriver sur l'île. Et puis le premier matin, il y a sortir d'une espèce de bâtiment qui loue des chambres, mais c'est plutôt aux gens qu'on envoie, comme une fonction. On ne vient pas là en touriste, hein. Lui dit, il vient parce qu'il est photographe. D'ailleurs, c'est intéressant qu'il se définisse comme photographe. Et il les a faites, les photos. Quand on avait fait la lecture à Saint-Nazaire avec Mythe de Patrick Deville, eh bien, il avait apporté les photos, on les avait projetées sur l'écran derrière, mais bon, je n'avais pas eu le droit ni de les recopier, ni de les reproduire. Bon, ça avait été une lecture compliquée, ça c'est l'anecdote. Moi, dans mon idée, Golovanov, il commençait à lire en russe, et puis à mesure qu'il lisait en russe, on s'était arrangé en sono pour qu'on soit un peu stéréo, moi je commençais tout doucement la lecture en français. Alors on avait essayé de lui expliquer ça, avec un peu d'anglais, il avait semblé comprendre, et puis à chaque fois qu'on essayait, au moment de la lecture, en public, là, il y avait tout le monde, donc il commençait en russe, moi je commençais à glisser ma voix avec la traduction française, et wow, ça me plaisait énormément d'avoir cette tonalité sourde, rauque du russe qui avançait, et puis moi je me mettais dans un espace sonore très, très différent. Bah ouais, mais c'est que lui, il croyait que je lui coupais la parole. Et il l'a mal pris. Ça fait rien, on y arrivait à la faire, la lecture. Mais bon, il n'avait pas compris ce que je voulais apprendre, alterner. Hein. Alors c'est quoi la grande aventure que je vous propose ? Il n'y a pas que ça dans le livre. Ce qui est fascinant même, c'est que c'est une sorte de microscope. Plus il avance dans le temps, plus ce qu'il embrasse va devenir consistant avec des personnages, avec des légendes, avec des nuits dehors. Tout ça. Mais ce premier matin, et c'est important cette histoire du premier jour. Par exemple, si vous reprenez espèce d'espace, la rue, le quartier, la ville, et il y a un passage dans le chapitre La ville 5, villes étrangères. On sait aller de la gare ou de l'air terminal à son hôtel. On souhaite qu'il n'en soit pas trop éloigné. On voudrait être dans le centre. On va voir le tableau, les églises, etc. Il développe quoi, Pérec ? Il développe le fait que dans le premier jour, dans le premier contact, dans le taxi ou le bus qui vous amène de l'aéroport au centre-ville, vous en voyez 1000 fois plus, vous en comprenez 1000 fois plus, vous en absorbez et pouvez en restituer 1000 fois plus que tout ce qui va se passer dans la semaine suivante, où vous irez voir des choses beaucoup plus conséquentes, y compris des musées, vous allez vous fondre à la population, vous allez prendre vos repères cartographiques. Mais ce premier moment, même dans la banalité des impressions reçues,
c'est ce qui compte, c'est ce qui s'accroche. On n'a plus ça après. Mais dans ce passage de Golovanov que je vous ai mis dans le petit extrait, le premier matin, tu vas voir la mer. Et puis c'est rien la mer. Elle est partout pareille la mer. Alors là, je voudrais juste quand même une petite demande solennelle que je réitérerai sur la page d'accompagnement. Lui là, c'est tout petit ce qu'il va aborder. C'est une sorte de toute petite enclave minuscule. C'est faire 150 mètres, arriver sur ce bord de plage. Et puis sur ce bord de plage, il va marcher 150 mètres de plus jusqu'à une épave de bateau qui est là. Enfin, il y a une épave de bateau sur la plage. Et puis, à quelques encablures du rivage, là, devant lui, il y a un vieux tanker échoué, bouffé par la rouille. Ça sera tout. Mais il n'est pas question de vous emmener dans une esthétique du lait. On est d'accord là-dessus. Par contre, il faudrait qu'on travaille. Alors, on a travaillé, vous savez, la grue, tout là, vu d'en haut. On a travaillé le ralenti. Je ne pensais pas que ce serait aussi difficile. Parce qu'il m'en manque toujours, là, sur Chantal Akerman, le ralenti. On a travaillé sur le gros plan en mouvement. Donc, tout ça pour... Je sais que ce parcours qu'on a inauguré, c'était important de le faire et qu'on est sur des zones où la littérature est en dérangement, où on change nos façons de récit. Eh bien, je pense que ça, Golovanov et ces deux passages, je voudrais qu'on les place dans ce même espace du gros plan de Jean Epstein ou du ralenti de Chantal Akerman. Lui, c'est quoi? C'est le microscope. Alors ce microscope, il y a une chose qui est très importante, c'est quelque chose que Rimbaud invente dans les illuminations. Vous savez, Rimbaud, le regard en plongée, et puis il appelle ça une flash. Dans une espèce d'ornière, il reste un peu d'eau brune, et puis pauvres feuilles mortes, c'est comme des poissons qui auraient là. Mais ça, c'est en plongée, et c'est tout près de vous, c'est devant vos pieds. Et puis, vous redressez le visage, vous avez l'horizon de la ville le soir, il utilise le mot skyline. C'est ça que je voudrais, c'est-à-dire que c'est un tout petit parcours. C'est 3 mètres, c'est 4 mètres, c'est 5 mètres, c'est 10 mètres, c'est pas grand-chose, c'est un tout petit moment, mais où tout ce qui nous entoure est au microscope. Et je le voulais maintenant, parce qu'il me semble que c'est ce qui va faire le contrepoids et la continuité avec le travail à partir de Gilles Clément. Gilles Clément, on a pris ces espèces de bulles compactes de monde, mais qui nous rejoignent parce qu'elles nous interrogent, mais on les traite poétiquement, mais on les laisse dans cette compacité au loin. Et bien là, on prend de l'ordinaire peut-être, on prend cette réalité qui nous entoure immédiatement, mais on en fait un monde tout entier. Mais ce monde, ben justement, c'est quoi Éloge des voyages insensés? Le paradoxe, c'est qu'il y a tout ce trajet en train à travers la Russie, il y a toute cette descente du fleuve dans le bateau surchargé, c'est magnifique ce départ de livre. Et puis ensuite, cet hélicoptère, et puis vous arrivez dans ce lieu où il n'y a rien. Et ce rien, eh bien, si vous le portez par votre rêve, quand vous allez voir ce fichu plage où il y a 3 bouts de bois, 4 bouts de rouille, et puis le ressac de la mer qui a toujours été là, comme ça, de façon millénaire, eh bien c'est ça, là, l'écriture. Et on n'est plus dans l'expérience de voyage. C'est le photographe, c'est celui qui se cherche lui-même, c'est celui qui rêve, c'est l'amoureux des cartes qui décide de cette expérience, parce que sur une carte, plein de fois, il s'est étonné de ce petit bout de machin complètement rond sur une côte où il y a a priori rien. Je ne veux pas insister là-dessus. Mais simplement, lui, ce qui émerge, c'est toutes les contradictions de la Russie. Alors là, nous, c'est pas le but. Regardez comment il s'y prend, tout petit bout.
Une carcasse de bateau montrant les dents totalement rongées d'une rouille noire tachetée d'orange tendait vers le ciel le groin déchiqueté de sa proue, visiblement tout ce qui restait du Kolguevets. Il le photographia en qualité d'objet digne d'être mis en mémoire. Un cabot bicolore courant sans but près des restes du bateau le remarqua soudain, se mit à hurler, hargneux, craintif. Il hurlait les yeux à demi clos, pauvre dégénéré rejeté pour cause de maigreur et de sa faiblesse extrême par la meute agitée de concupiscence, sans qu'il sût pourquoi l'île suscitait en lui des sentiments obscurs, archaïques. Elle exigeait de lui qu'il se mît au diapason de ce qui partout débordait d'elle. L'île dont il avait si longtemps rêvé exigeait la désincarnation du rêve. Ici, au-delà du hameau, la plage était presque propre, la mer avait effacé les traces humaines. Ici, la vie pulsait de toute éternité, les vagues accouraient et reculaient, absorbées dans un doux chuintement par le sable poreux. Sur le rivage ne se déposait que ce qui devait s'y déposer, cailloux, coquillages, touffes de tourbes brunes que l'incessant battement de la mer détachait de la falaise. Il vit juste à ses pieds la carapace d'une étonnante créature qu'il faillit écraser. C'était un crustacé d'un doigt de long, de l'ordre des isopodes, Mesidotea entomon, une sorte de queue d'écrevisse sans yeux, mais avec de petites moustaches recouvertes d'une carapace de chitine assez dure, bordée sur le dessous d'aspérités acérées qui protégeaient les pattes de cette étrange créature tout au long de sa vie, au fond de la mer. Les mouettes qui s'affairaient autour de quoi sur le banc de sable s'inquiétèrent en le voyant s'approcher avec des cris perçants, s'envolèrent l'une après l'autre, etc. Après, on laisse tomber Golovanov. Mais je pense que c'est lui qui nous montre le territoire. Et que le petit territoire où je voudrais qu'on s'engage pour cette 8, eh bien, son île, ce petit cercle rond, très loin, mais qui devient comme un objectif de microscope, je pense que chacune d'entre nous, on saura où le retrouver. Nicolas Bouvier, je vais juste aussi lire un tout petit passage un petit peu emblématique de cette même démarche du microscope. Vous savez qu'à un moment donné, la Fiat 500 n'en peut plus, la boîte de vitesse craque. Alors, ils vont essayer de faire par un artisan local, dans un bout de tôle, de tailler un pignon, et puis ça ne marchera pas. Et là, le temps de la réparation, ils n'ont plus de sous, il faut bien trouver un hôtel qui va les prendre plus ou moins gratuitement. Et justement, il ne se passe plus rien. Tu n'as plus de voyage. Tu n'as plus que l'attente. Mais dans l'attente, c'est l'écriture qui, elle, va se mettre à l'aise. Et moi, c'est ça que je voudrais qu'on prenne. Dans un moment de presque rien, dans un lieu de presque rien, on y va au microscope parce que c'est tellement presque rien que c'est l'écriture qui va pouvoir sourdre, remplacer le réel. Et là, on sera dans cette expérience qui, depuis toujours, Ibn Battuta, Marco Polo, Hérodote, nous fait aller vers le récit de voyage et en faire littérature. Je me souviendrai longtemps du Sakibar et de Terence, son patron, qui nous employa pendant 3 semaines. Depuis que nous avons eu vent de sa disparition, je m'attends constamment à le voir ressurgir avec ses pantalons de flanelle distendus, ses yeux patients, ses lorgnons de fer et ce hâle cuivré des invertis qui ménagent à l'endroit des pommettes 2 zones de coupe rose bien irriguées où affleurent les émotions. C'était un homme distrait, bienveillant, avec dans l'allure quelque chose de lumineux et de brisé. Terence mijotait lui-même une excellente cuisine, des soupes au poivron, des steaks sur charbon de bois, des soufflés au chocolat qu'il faisait monter avec une pelle rougie au feu. Là, il fignolait. Le mot fignoler. Aujourd'hui, je vous demande de fignoler. De fignoler quoi ? Justement, prenez suffisamment petit, prenez suffisamment dégagé, prenez suffisamment rien pour que fignoler soit possible. C'était une salle étroite et fraîche, doublée d'une cour terrasse blanchie à la chaux, où le soir venu, les rêveurs, le rêve encore, de la ville s'attablaient dans l'odeur des lauriers, une odeur, et où de 9h à minuit, une durée, sous la trompeuse étiquette de Continental Artists, quelque chose qui est marqué. Nous grattions bravement nos instruments,
Terence avait tenté de transformer sa courette en tonnelle à la française, 2 arbres en pot, une piste de danse couverte d'un parasol mangé au mythe, des fauteuils de rotin, un piano au bougeoir tourmenté et au mur 4 couvertures de la vie parisienne avec des femmes toutes en œillades, en gorges exquises en bouclettes, mais l'éloignement, l'ancienneté de ses souvenirs avait rendu cette ébauche de guinguette linéaire, comme abstraite, etc., etc. Alors, qui dira que je ne suis pas capable de faire des vidéos qui tiennent en 20 minutes? En fait, j'ai aucune idée là du temps que j'ai parlé. Mais on s'en tient là. Ça me donnera plus de choses à dire dans la page complémentaire. Mais attention, je résume. On est toujours dans un cycle qui s'appelle prendre. C'est pas un exercice d'écriture sur le thème de prendre un lieu bizarre. On est dans cet appel du voyage et c'est ça qui compte. En quoi ceux qui pratiquent ce récit de voyage, pensez à Alexandra McNeill, mais il y en a tellement d'autres. Ceux qui viennent, s'installent dans la relation de voyage à cause de leur expérience de vie, d'aller au bout, d'aller se perdre, d'expérimenter, d'aller au bout du monde comme Ibn Battuta, de faire le tour du monde et nous raconter Samarcande. Eh bien, eux, le texte, il est entièrement soumis à cette expérience, à ce rêve qui les porte. Et c'est pour ça qu'ils nous sont chers, et c'est pour ça qu'on a décidé, arbitrairement, hors d'eux, voire contre eux, d'en faire littérature. Nicolas Bouvier, L'usage du monde, est-ce qu'il pouvait s'attendre à ce que ce livre devienne un tel classique, à peine quelques décennies après son expérience? Et ça, pour moi, c'est très très important. On s'en va voyager dans ce tout petit, dans ce presque rien, qui vient de très longtemps, qui vient d'il n'y a pas longtemps. On le reconstitue comme monde. On le reconstitue comme monde, non pas comme être assis sous la place où d'ordinaire on écrit, qui n'est peut-être pas du tout d'ailleurs un fauteuil de ce genre, mais qui est depuis ce qu'on porte de ces expériences du lointain. Il suffit de pas grand-chose, il suffit d'une bicyclette et d'un trajet qu'on a fait 50 fois, mais c'est ce rêve que je voudrais que vous écriviez. Et à ce moment-là, on n'est pas dans d'écrire un bout de réel, on est dans l'étonnement du voyage, la curiosité du voyage. Et presque à ce moment-là, ce qui est totalement faux par rapport à ces 2 livres que j'ai cités, la littérature, on s'en moque. Ce qui compte, c'est ça que vous avez dans les mains, que vous voyez devant vos mains. Si vous êtes d'accord, on essaye.